Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans l'Impro Ciné Critique, je vais prendre le temps, c'est le cas de le dire, pour vous parler d'un film sorti en 2016, qui certes fêtera ses 10 ans l'année prochaine, mais réalisé par monsieur Richard Linklater, qui va nous proposer bientôt son nouvelle vague en salle. Et vous le savez, hein, ce cinéaste, c'est un petit peu le réalisateur américain du temps, en tout cas l'un des de son pays, et en activité, qui a cette obsession-là à travers la diégèse de ses films, mais aussi leur tournage parfois, puisqu'il sortait par exemple ici de Boyhood, enfin, qui avait mis 12 ans à être mis en place, puisque ça se déroule sur 12 ans avec les mêmes acteurs. Là, il va être question de celui qui sort après, hein, clairement, je crois. Everybody Wants Some, donc, et avec évidemment une idée derrière la tête, comme s'il voulait ici offrir une suite spirituelle à son Génération Rebelle ou Dazed and Confused dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Oui, parce que ça se déroule au début des années 80, soit quelques années après, hein, la temporalité de Génération Rebelle, et on va passer ici à l'université. Vraiment, ça aurait pu être les mêmes personnages transposés, que ça aurait été plus ou moins la même chose. Et au casting, dans les rôles principaux, nous avons Blake Jenner, qui n'a pas fait forcément grand-chose de sa carrière en dehors de ce film au cinéma, mais il a joué dans des séries, notamment Glee. Il y a aussi Glenn Powell, un de ses premiers rôles importants, mine de rien, et qui retrouvera Linklater quelques années après dans Hitman, qui est son dernier à date. Enfin, c'est très compliqué, même temporellement, hein, dans la filmographie de Linklater, car il a souvent plusieurs projets en parallèle. Citons aussi la présence de Ryan Guzman, Tyler Hoechlin ou Wyatt Russell. Et je reviendrai sur son personnage de Willoughby parce que c'est passionnant. J'en ferai un petit encart spoiler, allez, pour pas divulgacher certaines choses. Le personnage féminin, pas forcément présent très longtemps à l'écran, mais très important, est interprété par Zoe Deutch, qui jouera Jean Seberg dans le Nouvelle Vague, là, qui va sortir bientôt, qui sera bien sûr centré autour du tournage de la création d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Voilà. Donc l'histoire se déroule au Texas, c'est vraiment comme dans Génération Rebelle. Hein. Début des années 80, on va suivre le rookie, le freshman, le première année, Jake, joué par Blake Jenner, qui débarque dans une sorte de maison pour étudiants, une sorte de fratrie, si vous voulez, enfin, des jeunes ensemble qui, pour la plupart, jouent au baseball, comme lui. Apparemment, pour intégrer une équipe qui est plutôt bien classée hein, dans les championnats du lycée de ce sport très américain. Baseball universitaire, plutôt. Lui, il vient du lycée, voilà. Mais le baseball universitaire, et c'est très coté le sport universitaire là-bas. Donc évidemment, un moment ensemble où ils vont discuter et vivre des petits instants de vie, mais, puisque c'est un cinéma aussi sur la temporalité, les on va dire, péripéties de ce film vont se dérouler, non pas un jour, une nuit, là on va un petit peu étendre, non pas sur 12 ans non plus, hein, c'est plus restreint, mais sur 3 jours et 15 heures, avant le début des cours. Voilà, donc il débarque, 3 jours et 15 heures après, les cours commenceront, inutile de dire que ça se finira là-dessus, bien sûr. Et entre-temps, il va apprendre un petit peu à vivre avec ses nouveaux colocataires, qui deviendront peut-être ses amis, et surtout ses équipiers de l'équipe. Et en tant que rookie, peut-être va-t-il subir un peu de bizutage, peut-être un peu, mais plus vers la fin, et c'est pas le plus important ici. Jake, donc, s'intègre avec son colocataire qui vient du sud, ils sont tous, c'est des Texans, mais avec un accent assez fort, et qui est surnommé un peu Bueller, comme ça. Alors, il faut le regarder en VO, ce film, et clairement, pour cela. Et Jake, au passage, va rencontrer une fille qui s'appelle Beverly. Au début, il va reprendre contact avec elle à la fin au téléphone et en vrai. D'ailleurs, il y a un petit moment de rupture quand ils parlent au téléphone ensemble et c'est très intéressant aussi. Et donc, après, c'est des tranches de vie de jeunes étudiants avant la reprise des cours. Ouais, c'est vraiment dans la lignée de Génération Rebelle. Mais c'est surtout arrivé en 2016, parce que finalement, c'est l'un de ses derniers, hein, à date. Après, il faudra Apollo 10,5, qui là aussi hein, est dans la même idée. C'est un retour vers la nostalgie, où tu as l'impression que Linklater propose aussi une sorte de regard somme sur son cinéma. Vous y trouverez pas mal de choses bien à lui, et pas que vis-à-vis de Génération Rebelle. De toute façon, tout tourne autour du temps. Mais aussi, par définition, et surtout par extension diégétique ici, cinématographiquement parlant,
sur le temps qui passe, et donc ce qui va se construire, sur comment ces jeunes en sont arrivés là, un petit peu leur trajectoire rapide, comment ils profitent de ce carpe diem de 3 jours, et comment peut-être ils envisagent aussi l'avenir, comment ils ont des connexions avec le monde qui les entoure. Donc en gros, il se passe pas grand-chose, ou il se passe des petites choses, des soirées, en bravant l'interdit, bien sûr. Il y a le coach de baseball qui leur dit, dans cette maison-là, vous montez pas des filles à l'étage, et vous faites pas de fêtes avec alcool. Bah, évidemment qu'ils vont faire tout l'inverse, surtout les fêtes avec alcool, que ce soit dans la maison ou au bar. Oui, ce sont censés être des sportifs, donc boire, hein, etc. Il y a cette idée-là du coach de baseball, alors c'est pas du baseball, je crois, dans Dazed and Confused, mais un coach qui essaye de faire la leçon, un adulte et tout, mais bon, les jeunes en font ce qu'ils veulent. Passionnant, ça. D'autant plus que le personnage de Blake, là, Blake Jenner, donc Jake, c'est un petit peu l'extension du jeune, là, qui commençait à découvrir la vie, celui qui était bullied, donc pour le coup, tiens, bizuté, etc., là, au lycée, qui aurait donc 4 ans après, hein, grosso modo, intégré l'université. C'est cette idée-là, toujours, hein, d'un jeune avec des plus âgés, même si là, finalement, c'est plus restreint en termes d'âge, et puis ils sont un peu dans le même domaine. Quoique pour un personnage en particulier, c'est autre chose, mais j'y reviendrai après. Et c'est passionnant parce que dès le début, on est du point de vue de Jake, qui intègre donc cette maison, et on suit, la caméra suit son parcours pour découvrir les chambres et les gens. Ça, j'aime beaucoup, cette idée de nous présenter en exposition des personnages, avec donc l'approche de notre héros, entre guillemets, et on découvre en même temps que lui les choses, donc on est totalement en empathie avec lui. Donc après cette histoire, évidemment, très mascu, hein, forcément, entre fratries et tout, mais lui, il va s'intéresser à une fille, et cette fille s'intéresse à lui, alors que les autres sont un petit peu rejetés de facto parce que sont un petit peu trop, quand même, dans la virilité, si vous voyez. Et les histoires d'amitié, etc., de discussions, de tranches d'existence, de croyances aussi. Il y a le personnage de Willoughby, donc joué par Wyatt Russell, qui à un moment va parler de télépathie, de Carl Sagan, avec du Pink Floyd en fond. Bon, la BO est hyper importante, hein. Toutes ces fêtes-là qui habillent, évidemment, le métrage, avec toutes ces chansons qui sont souvent, d'ailleurs, la plupart, elles sont quasiment toutes intradiégétiques. Hein. À un moment, là, ils sont dans la voiture au début, ils chantent Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Il y a Heart of Glass, Van Halen évidemment, puisque le morceau Everybody Wants Some existe et donne le titre au film. Et bon, j'en passe, il y en a plein, et c'est passionnant. Il y a même Urgent the Foreigner avec son intro qui, au début, m'a fait penser à Vertige de l'amour de Alain Bachung, même si c'est pas pareil. Ce côté de guitare un peu résonance, voilà. Petite anecdote, hein, au passage. Et derrière, voilà, il va se passer beaucoup de choses, l'alcool, les filles, quelques bagarres, quelques moments d'amitié qui sont naissantes, même si c'est plutôt on se charrie, mais on s'aime bien. Un combat debout avec du Van Halen, justement, alors, 2 morceaux à la suite, hein. Combat debout, oui, et les femmes, alors mais quand même, hein, Linklater, attention, n'est pas sexiste, hein. Les femmes, là, elles vont battre le mec, enfin, une femme qui va battre le mec, c'est passionnant, ça. Donc c'est pour jouer un peu sur ces codes. Et Linklater lui-même se transpose dans cela, parce que finalement, c'est un film, encore une fois, très personnel, il est vraiment dans une forme de nostalgie de cinéma, mais pas que. C'est surtout un cinéaste du temps. Je l'ai dit, du temps qui passe aussi, donc du temps qui revient, là, à ces années universitaires des années 80, certes, mais pas que, parce que Boyhood, par exemple, ça dure 12 ans, donc il y a une perspective de temps et de projection. Il a fait Scanner Darkly, qui envisage un temps futur cadikien, qui est peut-être plus dystopique pour le coup. Apollo 10,5, il revient à son enfance. Bon, il y a cette obsession. Beaucoup pourraient dire que Linklater regarde derrière lui. Oui et non, parce qu'il transpose dans une certaine modernité, certes, voilà, mais il envisage aussi, avec ses personnages, il envisage l'avenir, il envisage l'espoir. Mais quel espoir? Là, on est dans les années 80, on n'est pas encore dans l'ère Reagan, sans une certaine liberté encore, qui va bientôt tomber quand même, et voilà, c'est un peu l'idée du Carpe Diem. Le film est assez soft là-dessus, et pas sombre. J'ai envie de dire qu'il est plus léger même, hein, que Dazed and Confused sur pas mal de choses. Mais voilà, puis il y a des idées aussi, on rentre dans des parenthèses de bulles. Ce film est une bulle temporelle de 3 jours, en transition entre le lycée, les vacances d'été, et le début de la fac pour notre personnage principal. Et à un moment, dans ce film, il va y avoir une parenthèse dans la parenthèse, une bulle dans la bulle. Une bulle très Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir d'ailleurs, et ça c'est passionnant. Et je fais la zone spoiler ici pour ça déjà. Tiens, finalement il y a 2 choses à dire en divulgachage rapide, c'est que Beverly et Jake ne vont finalement que consommer un petit peu leur amour naissant potentiel vers la fin du film, après ce moment split screen de téléphone, très étonnant parce qu'il est totalement en rupture avec ce qui se passe avant, je crois que c'est le combat debout, hein, justement, et après ils vont se voir en vrai, ils vont passer la dernière nuit avant le début des cours,
ensemble. D'ailleurs, le film se termine plus ou moins là-dessus, les cours commencent dans 1h50, à peu près 1h51 et tout, alors que le film avait commencé 3 jours et 15 heures avant. Bon, on est d'accord que finalement, sur ça, il y a une forme si vous voulez, de résultante, d'aboutissement pour notre personnage principal qui démarre quelque chose d'autre, et c'est ça qui est passionnant. Et c'est une bulle temporelle dans la parenthèse temporelle que nous avons vécue. Et c'est passionnant parce qu'ils sont que tous les deux, voilà, la nuit passe, on voit le lever du jour, et ils n'ont pas dormi, ils ont envie de croire en ce monde, hein, l'espoir est là, et peut-être, alors l'espoir pour cette nouvelle année, oui, et le début des rêveries, peut-être, qui ne font que commencer, parce qu'on voit à la fin le personnage de Jake totalement amoureux, parce que c'est ça, hein, et content hein, d'avoir passé cette nuit, et au moment où les cours commencent, il commence à s'endormir justement, un peu béat, il veut retomber dans ses rêveries. Même si le prof met au tableau quelque chose d'intéressant, les frontières sont là où on les trouve. Voilà, c'est un film de frontières, mais il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire vous passez d'un état à l'autre, vous êtes toujours le même, et vous allez de toute façon aller ailleurs. Donc il y a ça qui est passionnant, et qui dit d'ailleurs frontières et passage d'un état à l'autre, on peut parler de la 4e dimension. Vous allez me dire, il parle de quoi là? Eh bien, le personnage de Willoughby, joué par Wyatt Russell. On apprend vers la fin du film qu'il a 30 ans, qu'il a menti sur son âge et sur son nom aussi, hein, je crois, très certainement, pour rester là plus longtemps que prévu, enfin, au-delà d'un âge limite, ou je ne sais pas s'il a intégré l'université sur le tard, mais en tout cas, il n'aurait pas le droit. Et Willoughby, vous savez, c'est le nom alors d'une ville fictive dans un épisode de la 4e dimension, Twilight Zone. Alors je crois que c'est la saison 1 si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle le Stop at Willoughby. Un personnage qui en a marre de sa vie d'adulte, de travail et tout, revient dans une rêverie, dans un train, on sait pas trop, vers une ville fantasmée où tout était mieux avant. Alors vous allez me dire, ouh là là. Bon, c'est juste le clin d'œil ici, ça colle bien avec le personnage et ça colle bien avec Linklater qui essaye de se rappeler de ce qui se passait avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il pense que c'était mieux avant. C'est juste qu'il se met là dans une transposition où il envisageait quelque chose à l'époque, et avec son cinéma, il se remet là, et comme en écho avec ce qu'il fait, 2016, donc quand même, 36 ans après... 36 ans après. Mais il est si vieux que ça, Linklater. Alors là, je fais une petite parenthèse. Est-ce qu'il a... Ah ouais, il a 65 ans. Oui, bah oui. Oui, ça, c'est cohérent. Bref, 36 ans après, il se rappelle ce qu'il a vécu. C'est pas très légit quand même, ça. Je suis en train de réfléchir. Ouais, bon, bref. Oui, allez. Peu importe, il essaie de se souvenir de cette époque. Je sais pas s'il a été à la fac dans les années 80. Du coup, ça paraît bizarre. Je fais mes petites maths en direct, là, dans un procédé critique. Je suis 20 ans, ça colle. Ça colle parfaitement. La temporalité est compliquée. Je suis en train de mal calculer, en fait. Non, c'est ça. Ok, bah oui, ça se passe dans les années 80, ça s'est fait en 2016. Ah, c'est compliqué. Bon, bref. Et oui, le temps passe. Et le temps, c'est compliqué avec Linklater. Et donc, voilà, il se met dans cette histoire-là, et il doit être fan de la 4e dimension de Linklater aussi, donc du coup, petit clin d'œil avec ce personnage très intradigétique et quasi méta, qui est très mis en ami de deux choses, en fait, mais bon. Et je ferme la zone spoiler, tout ça pour dire que, voyez-le, Everybody Wants Some, parce que c'est passionnant. Alors, au-delà de la suite spirituelle de Dazed and Confused, j'étais un peu perturbé par ces histoires de calcul là, dans la zone spoiler, mais c'est pas grave. C'est surtout un film qui est propre à son auteur. Et il y a des moments, voilà, entre les deux, entre Jake et Beverly, ça peut pas. On a des moments presque de la trilogie Before aussi, un peu naissante de ces rencontres, de ces passages dans la nuit, ensemble, en intime. Évidemment qu'il y a ça aussi. Il y a ça, et c'est passionnant. Donc ouais, c'est presque un film somme pour Linklater, et c'est quelque chose d'assez passionnant. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici dans cette analyse assez échevelée. En même temps, c'est le matin, je sors de la douche, hein, un peu encore à la fraîche. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce long métrage. Je pense que je ne parlerai pas d'autres films de lui d'ici la sortie de nouvelles vagues. Je sais plus, là, moi-même, je suis perdu dans ma propre temporalité des vidéos programmées, un pro ciné-critique, puisque j'ai de l'avance, là, alors que la rentrée est pleinement entamée désormais. Oui, là. Bref, allez, d'ailleurs, je fais littéralement cette vidéo quelques jours avant ma reprise. La veille, pas 3 jours et 15 heures, du coup. J'aurais presque pu faire ça le matin de ma vraie rentrée avec ma classe de première, 1h51 avant, pour être raccord avec la fin du film. Bref, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.